Bonjour à toutes et à tous, content de vous retrouver sur la chaîne Basket Session Reverse pour votre dose quotidienne de basket. Vous êtes peut-être en vacances ou à la maison, à la plage, à la mer, allez savoir, peut-être à la montagne ou tout simplement au boulot et vous continuez de passer l'été avec nous et de suivre tout ce qui se passe un peu sur la planète basket, même si c'est plutôt limité évidemment en termes d'actualité. Mais pour le coup, ce week-end, Shai, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu le Hall of Fame, on va en parler. Il y a des nouvelles vis-à-vis de James Harden, on va parler de tout ça. Mais déjà, savoir comment ça va, Shai. Écoute, ça va, les vacances approchent à grands pas. Il y a Approche. départ demain matin pour quelques jours, une dizaine de jours où je vais vous abandonner. Mais je continuerai de vous suivre évidemment, hein, mais ouais, vacances demain Shai, matin. Shai qui sera remplacé au pied levé par Benjamin Bech. Donc ça continuera, les CQFR. Enfin, les CQFR vont continuer. Donc voilà, n'hésitez pas à rester branché sur la chaîne YouTube de Basket Session. On va commencer peut-être pas par le Hall of Fame, même si voilà, je pense que tout le monde a pu suivre l'entrée au Hall of Fame de Tony Parker notamment, avec aussi Dirk Nowitzki, Pau Gasol, Dwayne Wade, entre autres, Greg Popovich, etc. Bref, c'était une classe assez chargée. Mais on va d'abord parler un peu de James Harden, parce que pour une fois, il y a du nouveau, Ouais, un pour une petit peu fois. sur le marché des transferts. James Harden, donc les Sixers ont coupé les négociations, et les Sixers ont l'intention de garder James Harden. C'est ce qu'on nous apprend, ce que nous apprend Ryan Wojnarowski, que voilà, même si ça peut ressembler à un petit coup de pression envers les autres équipes, apparemment, Philadelphie serait dans l'optique de garder James Harden et notamment serait convaincu qu'avec James Harden, avec Joel Embiid et avec Tyrese Maxey, les Sixers peuvent encore une fois lutter pour le titre. Et il y a toujours cette obsession de Daryl Morey pour James Harden. Hein, on a du mal un peu à comprendre. À l'époque de Houston, on savait qu'il, dans sa conception du basket, ça passait par un James Harden ultra dominant et important. Là, c'est en 2023, c'est un peu compliqué. Tu vois, l'annonce de la news, genre on stoppe les négociations. Je sais même pas s'ils ont vraiment entretenu des négociations de manière sérieuse et tu sais comme le font les autres franchises. Je me demande si c'est pas vraiment juste. Alors il y a peut-être pas vraiment d'offres à proprement parler. Hein. On l'a dit, le marché est quand même très très réduit pour James Harden par la force des choses. Il a un contrat très court. Ses dernières performances en playoff sont toujours. Alors il y a eu du bon et du moins bon, mais j'ai vraiment du mal à savoir s'il y a vraiment des offres ou si on n'est pas encore comme dans d'autres dossiers dans une espèce de bluff de partie de poker. Et finalement, le plus intéressant et enfin, c'est le plus attendu, c'est que James Harden ne marche pas dans la combine pour l'instant, entre guillemets, parce que Ouais. Daryl Morey a envie, il a vraiment envie que Harden reste et qu'ils essayent de faire quelque chose. Mais lui a totalement envie de partir, on l'a compris. Hein. Ça fait depuis le moment où il a fait sa demande de trade, depuis la prolongation, tout ça, depuis qu'il a activé son année. Euh, Philadelphie veut le garder, mais lui veut pas rester. Et la news comme quoi il va pas se présenter au camp d'entraînement, parce que ça, voilà, faut le dire aussi. The Athletic laisse entendre que Harden ne va pas se pointer au camp d'entraînement. Bah c'est pas la première fois qu'il fait planer la Ouais. menace. Il a déjà fait la même chose à il, a, Houston. il a déjà fait, puis on a vu qu'il était tout à fait capable de tanker un camp d'entraînement et même un début de saison quasiment. Au-delà de la forme physique, enfin, tout le monde va regarder, est-ce qu'il a du ventre. J'ai déjà vu des vidéos, regardez, il est arrivé en Chine, il est bedonnant, enfin, on n'en sait rien, et son agent nous dit le contraire. Son agent dit non, non, il s'entraîne 3 fois par jour, il est dans une condition physique parfaite, il est dans les meilleures conditions même pour faire une saison de calibre MVP. Enfin, voilà, il n'a pas fait la même erreur que l'agent de Damien Lillard en disant oui, oui, il veut absolument aller aux Los Angeles Clippers, on va y arriver, vous inquiétez pas. Donc il n'a pas fait cette erreur-là, mais on sent qu'on est encore lancé sur une partie de poker et menteur, hein, le fameux poker menteur, parce que Morey d'un côté dit peut-être à l'agent oui, oui, t'inquiète pas, on cherche effectivement une porte de sortie, on a dit qu'on vous en cherchait une, on va en trouver. Et de l'autre, Harden qui veut laisser peut-être croire qu'il va pas se pointer ou qui. Enfin, c'est fatigant, mais par contre, au moins, il y a un peu de nouveau, au moins, il y a un petit peu d'action, alors que ces dernières semaines, c'était le calme plat. Moi, je pense que Morey, je me dis que lui, à la limite, moi, je ne sais pas s'il veut absolument garder Harden. Je pense que si Morey, voilà, évidemment, il y a une relation particulière avec Mhm. Harden. Euh, Quelque part, il est celui qui a cru en Harden, hein, qui a Ouais, révélé Harden en le faisant venir à Houston. Je pense qu'en fait, surtout Morey, lui, il veut un titre. Il a toujours dit, c'est pas que Harden, c'est je veux des stars. Tu vois, c'est pas que du mhm. Morey Ball, c'est je veux des stars. Je pense que son optique, c'est de récupérer une star en échange de James Harden. Mais rien que de demander ça, c'est une manière de tanker effectivement le transfert, parce C'est que ça. tu sais très bien qu'il n'y a aucune équipe qui va donner un All-Star en échange d'Harden.
Et surtout, si tu négocies avec les Clippers, tu sais bien que les Clippers, ils ont 2 stars, allez, 3 si on compte Westbrook, et qu'il n'y en a aucun des 3 qui va être inclus dans le deal. C'est Ils n'ont clair. jamais échangé Paul George contre James Harden. Donc, ça n'arrivera pas. Moi, je pense que mettre fin aux négociations, c'est une manière de dire, bah voilà, personne n'a atteint mon prix, donc moi, je garde Mm. mon joueur et tant pis pour vous. Après, c'est du bluff, comme tu l'as dit. Ce qui est ironique, c'est finalement, on est dans la même situation qu'il y a 2 ans avec Ben Mm. Simmons, Ouais. et c'était déjà Daryl Morey, et c'est exactement le même truc. Alors, Morey avait fini par obtenir gain de cause. Je pense que les Nets avaient craqué trop vite, justement, sur Harden. C'est très ironique, ça implique les mêmes parties étaient là à demander, mais enfin, je sais pas, nous, pour le coup, on en avait parlé plusieurs fois, mais Ouais. comment ils n'ont pas pu voir venir cette issue? J'ai l'impression que sur James Harden, autant au niveau du niveau de jeu, ses performances sur le terrain, le déclin, il était visible, prévisible, visible et prévisible. Le déclin physique, visible et prévisible. Je veux dire que son premier pas, qu'il ait perdu son premier pas et qu'il soit obligé de faire changer son jeu, ça fait quand même 2 ans qu'on le sait. Depuis ses nombreuses blessures aux ischios, et surtout même dans la mentalité, dans le comportement. Au final, cette fin qui se transforme, ça va se terminer d'une manière ou d'une autre à un moment ou un autre, et ça sera via une crise. C'est comme ça qu'il est parti de Houston, c'est comme ça qu'il est parti de Brooklyn. À quel moment les Sixers se sont dit non, mais chez nous, c'est bon, ça sera différent. C'est vraiment toujours cette espèce de syndrome, non, mais avec nous, ça va marcher. Mais non, quand tu as trop d'exemples, à un moment, c'est que ça marche pas. Donc moi, je trouve ça très ironique que ce soit finalement exactement la même situation qu'avec Ben Simmons. Et je vois vraiment pas comment aujourd'hui, Il y a- Daryl Morey pourrait obtenir une star en échange de James Non, Harden. mais il y a une différence majeure avec d'autres dossiers où des GM demandent un énorme package, c'est il a qu'une seule année de Et contrat il en a fait. qu'une seule. Parce Et que bah pour oui. les autres, que pour Lillard, même Ben Simmons, avec tous les soucis que ça peut engendrer, enfin qu'il y a pu avoir dans ces 2 dossiers, il y a plein de choses qui peuvent dissuader des GM d'envoyer une autre star, hein, ou même une star aspirante. Hein. Mais là, enfin, 1 an de contrat, même si il y a sans doute encore des coachs et des GM qui pensent pouvoir faire de James Harden peut-être un joueur de calibre MVP, hein, comme dit son agent. On a vu sur des matchs, le gars, il peut empiler les stats, il peut être très très bon sur plein de matchs, mais 1 an de contrat, c'est-à-dire que tu vas pas risquer tu vas pas envoyer un joueur très très prometteur ou ta star contre un joueur, même si c'est Harden, pour 1 an de contrat, parce qu'on a bien vu que les joueurs maintenant, s'ils veulent pas prolonger, ils prolongent pas et tu les achètes, enfin tu les as pour 1 an. Tu vois, donc après, si Ouais. ça t'amène un titre, si c'est Kawhi Leonard, tu fais un énorme pari et ça marche, bah, c'est un coup de génie et derrière, bah, tu fais comme tu peux. Mais là, pour James Harden t'apportes Harden, aucune il est plus garantie de dans gagner cette le titre. catégorie. Voilà. Il est plus dans cette catégorie. Et même sur la saison régulière, il y est plus en fait. Déjà, il y est plus en playoff et il n'a jamais vraiment été, si Mm. on réfléchit bien. Enfin, après, ça a été un des meilleurs joueurs de la ligue, hein, mais en playoff, on a toujours vu quelques limites, euh, qu'elles soient physiques ou voilà, au niveau de l'adresse. En tout cas, son jeu, c'est toujours moins bien transposé en Ouais. playoff. Et surtout, là, aujourd'hui, il l'est plus, mais même en saison régulière. Oui, il va faire des bons matchs, mais il va jouer 60 matchs. Ouais. Il va jouer 60 En, matchs. en saison régulière, l'année dernière, je pense qu'il aurait dû être All-Star, par exemple. Je pense qu'il a encore un vrai bon niveau de saison régulière. Il est capable de l'avoir dans une équipe où il se sent bien, pour laquelle il a envie de jouer. Je pense qu'il avait envie de jouer pour les Sixers pendant un temps, comme il avait envie de jouer pour Brooklyn avant que ça parte en sucette. Je pense que ça peut encore être un très fort joueur de saison régulière, pas un franchise player, pas un joueur dominant Ouais, bien sûr. pas qui porte l'équipe sur ses épaules comme c'était le cas avec Houston. Mais en aucun cas, en aucun cas, ça peut t'inciter à lâcher un joueur majeur plus jeune ou qui peut être sur le même statut que lui. Et c'est pour ça que je vois pas d'issue non plus. Moi, j'ai l'impression que là, même du point de vue d'Arden, je veux dire, tanker le training camp, ça aurait aucun sens. Enfin, à la limite, Mais, qu'il fasse son année et qu'après il parte. Enfin, mais son attitude n'a aucun sens parce que si depuis le début, lui, il sait qu'il veut pas rester, pourquoi ouais. il a opt-in? Mais parce que c'était une forme de presque de vengeance Ouais, parce que ouais, et puis il a voilà. pas été content on lui promette un truc, une sorte de contrat max et que derrière finalement ça se fasse pas, que la stratégie est changée. Il pensait avoir une relation avec Morey de confiance et il l'a pas eu. Je veux dire, la franchise est pas du tout exemple de tout reproche, hein, comme tu l'as dit, ça pouvait se voir venir et il y a pas que Harden a fait des choix très curieux qui lui ont coûté de l'argent et pas que de l'argent, mais les Sixers aussi sont pas exemple de tout reproche donc je vois pas trop. Non, mais moi, il y a quand même quelque chose. C'est que ce qu'il reproche à Morey, apparemment, c'est que Morey ne lui ait pas proposé un contrat sur le long terme. Hmm. Mais ça, de toute façon, Morey, à partir du moment où Harden est opt-in, il ne peut pas lui proposer, Ouais. vu qu'il a opt-in. À la limite, c'est s'il est libre, et là, dans ce cas-là, Morey peut lui proposer un contrat sur 3 à 4 ans. Hmm. Mais lui, il a opt-in avant le début de la free agency. Ça n'avait aucun sens s'il savait déjà
qu'il n'allait pas rester, qu'il n'était pas intéressé à l'idée de rester. On le voyait depuis le début, de toute façon, dès l'élimination, son comportement dans le vestiaire, quand il fallait parler de Doc Rivers, etc. Il y avait déjà des rumeurs. Donc, il savait qu'il ne voulait pas rester. Pourquoi tu as opt-in? C'est vraiment, encore une fois, là, c'est les joueurs. On défend souvent les joueurs vis-à-vis des franchises. Et Daryl Morey, pour le coup, est critiquable sur plein de choses, et sur ce dossier également. Mais là, je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'en fait, de toute façon, il sait très bien qu'est-ce qui se passe. Pourquoi il opt-in? Parce que les 36 millions qu'il va récupérer, personne ne va lui offrir sur le marché. Ouais. Donc, il veut absolument avoir son année avec ses 36 millions, plutôt que de toucher, je ne sais pas, 15 millions ou 20 millions ailleurs. Donc, il prend ses 36 millions, et derrière, le mec se plaint d'être bloqué. Mais tu avais l'occasion d'être libre. Tu vois, c'est comme Kyrie Irving qui opt-in et qui demande son transfert au bout de 8 mois là, de Brooklyn. Tu avais l'occasion d'être libre. Sois libre, va je veux dire, il y a des mecs qui sont battus pour cette free agency. Ils préfèrent mettre en banque, ils préfèrent banquer et être sûr Exactement. que l'argent arrive. Et derrière, demander quitte à dire, je ne viendrai pas au training. Alors, c'est pas lui qui l'a dit, évidemment, mais apparemment, ça vient quand même de son entourage. Le type serait prêt à pas venir au training camp. Bon, je pense qu'au bout d'un moment, il va quand même se pointer. Mais même s'il venait à se pointer, ça laisse des traces, ces trucs-là. Tu vois, tu repars pas. On voit bien que les choses laissent des strates dans le vestiaire, même quel est le regard de Joel Embiid. Est-ce que Joel Embiid, derrière, il va pouvoir se dire, je vais à la guerre avec ce mec-là? Tu vois, quelle trace ça laisse, en fait? Tu sais que tu n'es pas sur la bonne dynamique. Donc, de toute manière, tu sais qu'il faut qu'il y ait un transfert de James Harden en cours de saison. Donc, même s'il commence la saison avec Harden, tu te dis, mais ça veut dire pendant 4-5 mois, on crée des automatismes. Mais on sait que quelque part, lui, ce qu'il a derrière la tête, on l'a vu même avec Durant quand il est resté à Brooklyn. Au final, il y a eu son trade. Ouais. C'était pas éternel. Et pourtant, ça s'est bien passé par moment. Hein. Ouais. Ça s'est bien passé par moment. Brooklyn était bien classé par moment. Mais on l'a bien vu. À un moment, il y a juste le transfert. C'est parce que il y a trop de dégâts. Donc moi, j'ai du mal à comprendre. Je pense que de toute façon, les Sixers essayent de pousser pour avoir Terrence Mann. Mais voilà, comme tu l'as dit, je vois pas pourquoi. Alors, Terrence Mann, c'est même pas All-Star, mais je vois pas pourquoi les Clippers, s'ils lâcheraient Terrence Mann dans un deal pour un mec qui a plus qu'un an de contrat. Je sais même pas s'ils ont vraiment personne d'autre sur le marché. Je sais même pas s'ils ont vraiment envie de James Harden, en fait. Je sais, ça peut paraître bizarre parce que ça reste un joueur très haut niveau. Encore une fois, j'ai dit que pour moi, il devait être All-Star l'année dernière. Mais je ne sais pas si dans leur construction actuelle, ils ont envie même d'ajouter ce joueur-là. Et je me demande si c'est pas plutôt un vœu d'Harden et de son camp. On lui demande t'aimerais aller où? Il se dit Los Angeles, voilà, je suis californien, c'est une équipe qui peut être compétitive, voilà. Mais je ne sais pas s'il y a vraiment un intérêt si prononcé. Et il y a certains insiders qui en ont parlé, quand on dit est-ce que l'intérêt est vraiment, en tout cas certainement pas au point de lâcher des joueurs majeurs ou des vrais atouts dans ce deal. Je pense que moi là, comme ça, je vois une offre que les Clippers sont capables de faire et qui ne satisfera pas les Sixers, c'est de donner juste Norman Powell et Marcus Morris. Tu vois, 2 joueurs de devoir pour un joueur plus fort. Même style que Powell, non, mais tu vois, un mec qui est capable d'apporter du scoring. Alors pour le coup, Powell, il fait pas de playmaking. Et Powell défend sans doute mieux, mais tu vois, tu as un joueur, une star qui prend le poste de Powell et Marcus Morris qui, de toute façon, met plus vraiment un pied devant l'autre. Et je pense que les Clippers, s'ils ne veulent pas proposer Zubac, ils ne veulent pas proposer Terrence Mann, ils ne mettront aucun de ces mecs-là dans le deal. Il n'y a personne d'autre, à mon avis, qui est sur le dossier. Enfin bref. Donc il ne se passera rien et Harden, logiquement, sauf s'il est suicidaire d'un point de vue sportif, parce qu'il n'a pas 25 ans, donc tanker une année, faire une saison blanche, ça n'a pas les mêmes implications pour lui que pour des joueurs plus jeunes. Je pense qu'on va quand même à un moment se diriger vers Harden qui revient à la raison et les Sixers aussi d'ailleurs, que tout le monde en bonne intelligence dise on commence l'année comme ça, on essaye et après on avise. Mais là il y a pas, il y a rien qui laisse entrevoir pour moi un trade qui satisfasse les deux parties en fait. Après c'est toujours le jeu de qui craque en premier. C'est la même chose je pense sur Damian Lillard avec Portland et Miami. C'est qui va craquer en premier et qui va se dire en premier allez je lâche l'affaire. Ça va arriver plus vite sur ce dossier quand même parce que Lillard il a des années de contrat, donc s'ils veulent vraiment bloquer un peu tu vois pour le coup là, si les Sixers veulent absolument garder Harden, admettons, c'est compliqué, leur temps il est quand même limité, la fenêtre de tir pour le convaincre elle est limitée parce qu'il est en fin de contrat. Sur Lillard, je pense que c'est un autre cas et on en reparlera plus tard, mais eux ils peuvent se dire peut-être que si ça coince, qu'ils voient que ça se fait pas, que peut-être autour ils se disent l'équipe elle est pas mal, tu vois, il y a des années de contrat qui font que ça peut être encore, il y a un scénario où il reste. Harden, la fenêtre pour le convaincre elle est vraiment très très limitée quand même. Surtout que j'ai l'impression que Lillard, au final, il n'y a rien de personnel. C'est plus une histoire de vouloir gagner. Oui, tandis que James Harden, au final, c'est personnel. C'est pas lié au résultat de l'équipe. C'est pas une intention. C'est purement personnel. Et quand il part, d'ailleurs,
quand il part de chaque équipe, au final, à chaque fois, c'est personnel. Mm. C'est des trucs personnels. Il y a un truc qui lui convient pas, il y a quelque chose. Tu vois, à Brooklyn, au final, quand il est là, c'est une équipe qui est capable de jouer le titre. À Houston, c'était quand même une équipe forte. Et là, à Philly, c'est une équipe qui est capable d'aller loin en playoff. Donc à chaque fois, c'est pour une raison personnelle. Damien Lillard, c'est pour le coup, ça n'a rien à voir, effectivement, sur l'envie de départ. Donc Lillard, tu te dis qu'il peut y avoir un espèce de. C'est toujours plus simple quand c'est pas personnel. Ouais. Tu vois, au final, tu as des bonnes relations avec les gens. Du coup, bon, bah, Lillard, ça se trouve, il va rejouer avec les Blazers. Il prend du plaisir avec ses coéquipiers. Tu vois, l'équipe gagne un peu. Bon, bah, il peut se dire, je mets en suspens. Harden, c'est personnel. Je vois pas comment dans le vestiaire, en fait, tu vois, il y a cette histoire d'idée de se dire, ah non, mais on veut le convaincre qu'on peut jouer le titre. Mais déjà, de toute façon, toutes les expériences récentes prouvent que Philly ne joue pas le titre. Ils ont beau le répéter chaque année, Philly ne joue pas le titre. Philly joue essayer de passer le second tour. Ouais. Donc, bref, moi, dans le vestiaire, je vois vraiment pas comment ça peut se passer. Et tu sais, je vais peut-être finir là-dessus, mais quand il y a eu ce trade, on avait dit dans un pod, c'est pas pour dire nous, parce que c'est pas nous qui l'avons. Enfin, il y a beaucoup de gens qui pensaient la même chose. C'est pas une histoire de on avait dit, mais c'était inévitable en fait. On sentait venir cette situation où à un moment Philly est bloqué parce que Philly soit a la possibilité de filer le max à Harden et n'a plus de marge salariale, soit se retrouve dans cette situation exactement celle-là actuelle, c'est-à-dire avec un Harden qui veut se barrer et s'il se barre sans All-Star en échange, pour le coup, tu as un effectif qui clairement va pas jouer le titre. Si déjà tu joues pas le titre avec Harden, alors sans Harden, même tu remplaces Harden par 4 role-players, tu as peut-être une belle équipe, mais tu vas certainement pas aller jouer le titre. Ouais, je suis d'accord. Ils sont dans une situation complexe et pareil, on en reparlera sans doute plus tard, mais je pense que autour d'Embiid, c'est pas terminé. On va entendre des choses, des coups de pression. Je sais que les gens pensent qu'il y a une espèce d'obsession qu'on aurait pour Embiid pour un éventuel trade, mais c'est parce qu'on a l'impression que la situation, l'instabilité là aux Sixers et tout le flou qu'il y a autour, le terrain est ultra favorable pour ça en fait. Mais bon, écoute, on reviendra dessus plus tard. Hein. C'est tous les ingrédients pour pousser une star dehors un jour ou l'autre, ça c'est sûr. Bon, allez, on va enchaîner avec le Team USA peut-être. Team USA qui jouait contre l'Espagne, son 3e match test et 3e victoire. Alors c'était plus serré, je crois que c'est 98-88. Ouais, ils ont gagné 10 points. Ouais. C'était beaucoup plus serré que 2 jours plus tôt contre la Slovénie où sans Luka Doncic, ils leur avaient mis 30 points, donc pas de surprise, mais du sérieux de l'application, c'était plutôt bien. Là, c'était plus intéressant parce que pour le coup, le match était assez accroché. Même les 10 points ne reflètent pas forcément énormément la physionomie du match. Même s'il y avait déjà 10 points à la pause. Hein. Les Américains avaient déjà pris 10 points. Mais voilà, l'Espagne lui a proposé à Team USA un vrai bon challenge, comme on pouvait l'espérer, entre les deux équipes les mieux classées au classement FIBA. Hein. Tu as l'Espagne qui est numéro 1 et les États-Unis numéro 2. Et c'était un beau challenge. Un bon test pour Team USA qui a été passé alors haut la main, je ne sais pas. Parce que les Espagnols, en match amicaux, c'est quand même, on sait qu'ils sont plutôt meurtriers en compétition qu'en match amicaux. Et je pense qu'ils ont pris des notes aussi qui pourront leur ressortir en cas d'opposition plus tard. Mais c'était bien, hein, franchement. Ils ont été mis au défi et puis les Américains ont bien répondu. Jalen Brunson a été franchement impressionnant. Comme tout le temps depuis 9 sur 9, okay. Comme tout le temps depuis 2 ans, j'allais dire. Jalen Brunson, quand Steve Kerr te dit que c'est le leader naturel de l'équipe, je crois qu'il se fourvoie pas. Hein. Il fait 22 points, il rate pas le moindre tir, 9 sur 9, Jalen Brunson. Et puis même tout le reste, ils ont shooté à 67% quand même, c'est assez flippant. Shooté à 67%, 56% à 3 points, tout en limitant l'Espagne à 42%. Et pourtant, il n'y a que 10 points. Et il n'y a que 10 points, donc... l'Espagne est revenue à un point. Hein. Ils ont commencé le 4e carton avec seulement un point de retard avec les frangins Hernan Gomez notamment. C'était une bonne opposition et ça prouve à confirmer, hein, mais que tu vois, c'est le genre de match, j'ai l'impression que Team USA aurait perdu ce genre de match en 2019 avec l'autre effectif. D'ailleurs, peut-être même en 2021, ils auraient perdu le match amical. Peut-être là, ils ont tellement à cœur, j'ai l'impression, de prouver qu'ils n'ont peut-être pas besoin de superstars et que les joueurs qui sont là sont bien coachés, déterminés, qu'ils ont tous des aspirations pour être des joueurs majeurs de la ligue. Faut se méfier, on peut pas aborder ce tournoi quelle que soit l'équipe qu'on supporte. Hein. Il y a personne qui peut prendre de haut Team USA, c'est quand même dangereux. Là, on voit des choses intéressantes quand même et qui laissent penser qu'ils peuvent totalement
Alors ça paraît être une évidence, un Team USA qui joue la gagne, mais ils sont pas champions en titre. Ils ont à nouveau pas de superstar comme en 2019. Pas de superstar actuel en tout cas, hein, il y en a pas. C'est des joueurs très prometteurs, mais il n'y a pas de superstar. Et au fur et à mesure de la préparation, je commence à je comprends pour quelles raisons ils ont confiance et pour quelles raisons ils sont encore parmi les grands favoris du tournoi. J'ai l'impression qu'on a un Team USA à mi-chemin entre 2010 et 2019. C'est-à-dire que Ouais, 2010, c'était la relève avec la jeunesse et au final, ils ont vraiment roulé sur le tournoi parce que Kevin Durant était trop fort. 2019, c'était trop juste. Et j'ai l'impression qu'on a une équipe à mi-chemin. C'est-à-dire ouais. que je suis en train de faire pas complètement marche arrière sur Team USA, mais voilà, je me rends compte quand même, comme tu as dit, il y a beaucoup de volonté. Il y a les atouts qui ont toujours été ce Team USA, Hmm. c'est-à-dire défendre fort, qualité athlétique, provoquer des pertes de balles. C'est encore ce qui s'est passé contre l'Espagne, hein. C'est ce qui se Ouais, passe à chaque fois. le jeu en Et marquer transition, plein de points en transition. ils sont Voilà, meurtriers en transition. Ils sont impressionnants là-dessus. Ils provoquent des pertes de balles et derrière ça court quoi. Quand t'as Anthony il y a- Edwards il y là dans le quatrième quart-temps ouais. qui est là, l'intensité qu'il met, c'est impressionnant. J'allais dire, il y a des joueurs qui se révèlent. Je pense à Edward, Bronson et Austin Reeves. J'ai l'impression que c'est vraiment Hmm. les trois moteurs de l'équipe depuis le début de la préparation. Après, sur ce match précis, au final, tu peux vraiment le regarder de deux manières différentes. C'est que d'un côté, tu peux dire, OK, ils gagnent que 10 points. C'est pas une équipe d'Espagne qui est. Alors, il ne faut jamais sous-estimer les Ouais. Espagnols, hein, mais c'est vraiment pas la grande équipe Hmm. d'Espagne. Je serais très surpris que les Espagnols récupèrent une médaille sur cette Coupe du Monde. Je vous l'avoue, j'ose me Ok. prononcer là-dessus. Mais c'est une bonne équipe, hein. Hmm. C'est les Espagnols. Mais je sais pas, je trouve qu'il y a un peu moins de. Il y a un petit truc en moins. C'est une Mais donc, compète, ils gagnent. c'est une des premières compètes récentes sans. Alors il y a aucun frère Gasol et il y a pas Ricky Rubio, donc Ouais, c'est une des premières fois. ouais, c'est le renouveau. Ça sent l'équipe qui peut sortir en quart, par exemple. Voilà, j'ose me prononcer. On verra s'il me donne tort ou pas. Hmm. Mais donc, oui, donc d'un côté, tu te dis, OK, ça galère un peu contre une équipe d'Espagne. Et de l'autre, tu te dis, ouais, mais déjà, sans doute que eux, ils n'ont pas non plus forcé les Américains et ils ont joué en back-to-back, quoi. Ouais. Et la Oui, veille, c'est vrai, ils c'est en mettent une back-to-back. Ouais. pilule à la Slovénie. Hmm. Alors, Slovénie, il n'y avait pas Doncic, hein, bien sûr. Et je pense, pareil, la Slovénie, j'ai l'impression que sur ce tournoi, ça risque d'être un peu juste. Pardon, mais du coup, je dévie. Je trouve que l'équipe qui est vraiment armée pour battre les États-Unis, c'est la France. On le dit, je commence à maintenant en parler à chaque CQFR. Je ne suis pas plus chauvin que ça. Moi, je ne suis pas un énorme supporter de ma sélection nationale, mais je trouve que la France, par contre, a vraiment les armes pour battre ce Team USA et ça sent bien quand même l'espèce de grosse finale France-USA. Sans oublier, il ne faut pas non plus écarter les Allemands, les Espagnols, les Allemands, les Canadiens, etc. Mais il y a vraiment deux favoris qui se dégagent, je trouve, en tout cas sur cette phase de prépa. Bah, tu sais, là, les quelques jours où t'étais pas là, j'ai pareil, je crois que sur tous les CQFR, et les gens en commentaire disaient ah, attention, attention, enfin pas à l'arrogance, mais à trop de confiance, tu Ouais, vois. C'est pareil, depuis qu'on a pris la liste, et même après le forfait de Victor Wembanyama, et même là, avec les forfaits un peu contrariants, enfin, Franck Nilikina, ouais, ça m'attriste beaucoup parce qu'il faisait une super préparation et c'est un atout pour moi important, même en jeu FIBA défensivement. Et je pense que c'est vraiment un joueur qui aurait pu être important. Donc voilà, c'est un peu dommage. Mais même là, avec ce qu'on a vu pendant la préparation, les forces en présence, l'expérience collective, je, je répète que moi, je serais déçu par tout autre résultat que quasiment une médaille d'argent, parce que sur une finale, c'est toujours compliqué, mais ah bah oui. j'ai l'impression que les Bleus peuvent battre absolument n'importe quelle équipe dans ce tournoi, y compris Team USA, y compris la bête noire espagnole, y compris le Canada qui a ses propres difficultés pour trouver là aussi une Ouais. alchimie, parce qu'il y a plein de bons joueurs, mais ils n'ont pas toujours l'habitude de jouer ensemble. Donc ouais, je peux pas dire mieux que ce que tu as dit. Ils sont armés non seulement pour battre Team USA, mais aussi pour être champion du monde. C'est pas un excès de confiance de dire ça, je pense. Hein, c'est clair, c'est une forme de réalisme. Et je pense que si tu t'interroges tous les autres médias étrangers qui couvrent la compétition, j'écoutais le podcast Ouais. de Brian Windhorst et tout, ils sont tous bah ouais, l'équipe de France. Enfin, entre les joueurs NBA et les joueurs très expérimentés qu'ils ont, c'est quand même ultra solide. Et là, pendant cette préparation, on voit même des choses qu'on voyait moins pendant les préparations précédentes et pendant les compétitions précédentes. Je trouve que le jeu collectif est beaucoup plus même agréable à regarder. Ça se cherche plus, c'est plus spectaculaire même bêtement. Hein. Le retour de Nando fait du bien. Ouais, c'est clair. Mais bon, écoute là, j'espère qu'on va pas leur porter l'œil. Non, Ils mais ont été très bons encore contre la Lituanie vendredi, si je dis pas de bêtises. ouais. Ils ont 2 matchs à venir. Japon-Australie, là, s'envolent pour le Japon là. Je, j'ai rarement abordé une compétition de l'équipe de France avec
alors, la confiance, c'est toujours dangereux, mais avec autant d'ambition, en tout cas de mon point de vue, de me dire non, mais là, c'est sûr qu'ils peuvent aller faire quelque chose, tu vois. Non, mais en plus, surtout, moi, pour moi, c'est pas de l'arrogance, parce que, pareil, je vais donner un point de vue très personnel. Moi, je suis pas chauvin, je le répète, Mhm. je suis pas dans Supporterisme. ouais, voilà, exactement, je cherchais le mot. Donc, c'est vraiment une analyse de ce que je vois et du constat que je fais moi. Après, il peut être faux, bien sûr, hein, évidemment. Je suis pas la science infuse, malgré ce que pense l'un de nos auditeurs, Ah, tu l'as vu? qui m'a reproché euh, de penser que j'ai la science infuse. Non, je sais que je n'ai pas la science infuse, mais je trouve le constat que je fais sur l'équipe de France, vraiment, cette équipe que je vois, j'ai l'impression qu'il y a une solidité qui lui permet vraiment de viser très très haut. Mm. Et par exemple, petite info sur le Canada qui a battu l'Allemagne. Ils avaient perdu contre l'Allemagne, là ils ont Ouais. gagné après prolongation avec 31 points de RJ Barrett. Je trouve que le Canada, par exemple, c'est encore trop tôt. Tu vois, quand je fais vraiment par élimination, je me dis, ouais, il y a quand même un gap, je trouve, entre États-Unis, France et le reste, pour l'instant. Je trouve Mhm. qu'il y a vraiment deux équipes qui se détachent. Après, voilà, on ne sait jamais sur une compétition, il y a des équipes qui se réveillent, il y a des trucs, tu vois, il peut y avoir des blessures, des faits de jeu, enfin, il y a plein de choses qui peuvent se passer. L'adaptation, c'est quand même en Asie, il y a le décalage horaire, etc. Donc, on ne sait pas exactement ce que ça peut donner, mais j'ai l'impression quand même que France et États-Unis sont un peu au-dessus du lot. Bah, je pense comme toi et j'espère que Non, l'avenir nous donnera raison et que on viendra pas nous chercher dans les commentaires. Ah voilà, on vous l'avait dit. ouais, ouais. Mais On je fera une prépa comprends, Coupe du Monde de toute voilà, façon. mais je comprends aussi enfin pas le scepticisme, mais la prudence parce que il y a plein de fois où par le passé on est arrivé dans des compétitions en étant un peu ambitieux et où ça a été compliqué, mais là vraiment je pense que s'il y a un moment pour y croire, c'est bien cette année. Voilà. Je suis tout à fait d'accord. Voilà, vu qu'on parle de basket international, on peut parler du Hall of Fame, parce qu'il y Ouais. a plusieurs joueurs internationaux de légende qui sont entrés au Hall of Fame, Ouais. Dirk Nowitzki, Pau Gasol et évidemment Tony Parker, premier français au Hall of Fame. Bon, ça fait un moment qu'on le sait maintenant, mais là c'est devenu vraiment officiel. Mm. La cérémonie était sympa. Je Ouais. trouvais Parker était avec sa famille, ses frères, sa femme, ses parents, ses amis, Boris Dio, Ronny Turiaf, Thierry Henry. Je sais pas s'il y a des moments, des discours. Le discours de Parker, par exemple, je trouve plutôt cool, sur Oui, oui, 15 très minutes, bien. très, Il, très il a, sympa. il a réussi à nous placer sa phrase qu'il avait en fait bien répétée. Je pense qu'il l'avait préparée pour le Hall of Fame sur le côté. Si tu dis à tes potes, je n'ai plus la formulation exacte, mais si tu dis à tes potes que ton rêve, que tu rêves de ça et qu'ils rigolent pas, c'est que tu rêves pas assez grand. Enfin, tu sais, il nous l'avait sorti il y a pas très longtemps Ouais, celle-là. Et bon, en fait, il l'a répété pour le Hall of Fame. Mais ouais, ouais, mais si, c'était un bon discours. C'était finalement quand même assez émouvant ou en tout cas impressionnant. On a déjà parlé, mais un Français Hall of Fame, on se rend pas compte au niveau du point de vue américain, c'est le plus gros accomplissement que tu peux avoir. Et son speech était très bien. Il y a pas à dire. Il a fait du par cœur, c'est-à-dire confiant, sûr de lui. Il a bien rappelé que quand il était en France, on lui disait que, enfin, il y a plein de gens qui croyaient pas en lui. Mais voilà, non, si, j'ai bien aimé la petite relation avec Popovic, forcément, qui rentrait en même temps que lui au Hall of Fame. La présence de tous les autres, il y avait Ginobili, Duncan qui était là aussi. Alors, c'est pas le discours forcément qui m'a le plus bouleversé, on va dire. Moi, je suis très ouais. friand, je suis très bon public pour les discours du Hall of Fame. Il me foutent des frissons à chaque fois parce que c'est toujours bien fait. Moi, paradoxalement, alors c'est pas parce qu'on parlait de basket international, mais celui de Dwayne Wade, franchement, il a vraiment bien géré parce que bon, il a toujours été éloquent, donc c'était très bien, mais le coup de faire monter son père sur scène, quand on connaît son histoire personnelle, que voilà, il a grandi d'abord avec sa mère qui était addict et qui faisait des séjours en prison au cœur de désintox, qu'après son père a réussi à le récupérer, que c'est lui qui l'a sorti un peu d'un milieu difficile. Enfin bref, et voilà, tout le storytelling, la narration était parfaite, le discours était beau, tout était bien. Et j'ai beaucoup aimé. Nowitzki, fidèle à lui-même, très simple, très humble, très sympathique toujours. Gasol émouvant aussi, le petit passage sur Kobe, j'avoue que ça fait toujours quelque chose. Et puis bah, Popovic, quoi. Ouais, Popovic, bah, ouais. Popovic incroyable. Il était drôle, il était lui aussi très très humble comme on pouvait s'y attendre. Et ému à la fois. Même si le moment où il a été le plus ému paradoxalement de la soirée, c'est quand il était dans le public et que Becky Hammon lui a dit qu'il avait fait quelque chose que personne n'avait fait avant lui dans le sport en faisant confiance à une femme dans son staff. Et tu sens quand même, bon, Becky Hammon a commencé à pleurer parce que c'était émouvant pour elle. Et puis tu sens que Pop, il était pas bien quand même. Tu Ouais. sens que c'est la fois de la soirée où je pense qu'il a été le plus ému. Mais
voilà, globalement, ce que j'en retiens, c'est que c'est toujours c'est des moments cool parce que c'est des discours évidemment préparés à l'avance et bien travaillés, mais il y a toujours une émotion quand ils font venir des anciens joueurs. Wade qui est introduit par Iverson, bref, enfin, des choses comme ça, c'est toujours. Ça, on n'a pas d'équivalent à proprement parler en France, donc c'est toujours difficile à comprendre. On n'a pas cette sacralisation des athlètes à ce point-là. Mais voilà, moi j'ai trouvé ça cool et vu c'est une promo, c'est une classe que j'aime bien avec que des joueurs que j'aime bien, donc c'était cool. Non, c'est une très belle classe de Hall of Fame. Là, vraiment, il y avait du lourd et je rejoins totalement sur tout ce que tu as dit. D'ailleurs, si vous voulez retrouver des passages, des discours, hein, il y en a plusieurs qui sont disponibles sur Ouais, basketsession.com, voilà, sur les moments marquants. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Nous, on va se laisser là pour aujourd'hui. Moi, je vous retrouve demain. Ça sera sans Shai. Du coup, ce sera avec Benjamin Shai qui prend des vacances ouais. bien méritées. Je vous laisse pas Mais longtemps, hein. Je vous laisse pas longtemps, je vous laisse 10 jours, vous inquiétez pas. donc après, on retrouvera vite notre Shai habituel. Et écoutez, je vous dis une bonne journée à tous. Ciao. Ciao.